la route, elle était... Mais quand je vous dis que la route, elle était fluide, il était peut-être 20 heures à peu près, 19... Ouais, 20 heures quand on a pris la route. Presque 20 heures. La route était fluide. C'est-à-dire qu'il n'y avait personne. Une route qui est toujours bouchée, c'est-à-dire qu'on passe même sur les champs et tout, sur les Champs-Élysées pour aller là-bas. La route était fluide. Et sur le chemin, en fait, je commençais à avoir des contractions et tout. Oh là là. Je commençais à avoir des contractions sur le chemin, mais ça va, c'était... ça allait, quoi. Ça allait. J'avais des contractions, mais c'était supportable et tout. Et je perdais toujours du liquide et tout. Et du coup, on a mis 1 heure pour arriver à l'hôpital Necker. Donc, j'arrive à l'hôpital. Et donc, j'arrive à l'hôpital et tout. J'explique que voilà, que j'ai perdu les os. Et j'explique que j'ai perdu les os, etc. Et en fait, sur le coup, j'ai paniqué parce que... Enfin, j'ai eu un peu peur parce que je me suis dit, est-ce que y aura toute l'équipe qu'il faut, en fait, pour prendre en charge mon bébé si jamais j'accouche là? Parce que ça demande quand même une équipe de spécialistes. C'est pas tous les médecins qui pourront... qui sauront ce qu'il faudra faire, en fait, pour garder mon bébé en vie, en fait, à ce moment-là. Et donc, quand j'ai eu cette pensée-là, comme par hasard, je vois qui... dans le couloir de l'hôpital, je vois le professeur Carmovan. Donc, rappelez-vous, c'est la petite dame gentille qui a eu de l'empathie envers moi, qui m'a bien expliqué comment allait se passer mon accouchement. Et elle m'avait expliqué que ce serait elle qui prendra en charge mon bébé ce jour-là. Et comme par hasard, je la croise dans le couloir. Elle m'a peut-être pas reconnue sur le coup, mais moi, je l'ai reconnue. Et quand je l'ai vue, ça m'a apaisée. Je me suis dit, ah, merci Seigneur et tout. Au moins, si cette dame-là, elle est là, je sais que mon enfant, il a une chance de survivre, en fait. Et on me pose la question, est-ce que vous sentez votre bébé bouger et tout? Et c'est vrai que je ne sentais pas trop bouger. C'est vrai que sur le coup, je leur dis, ah, non, c'est vrai que ça fait un moment là que je ne le sens pas trop bouger et tout. Et donc, elle me fait un monito et tout, etc. Et ensuite, elle me dit, bon, bah là, le travail, il n'a pas vraiment commencé. Donc, on va vous faire des examens quand même et tout, prise de sang, etc., etc., le test du Covid, un test pour voir si vous n'avez pas d'infection, pardon. Et, et après, on va vous installer dans une chambre. Si le travail se déclenche pendant la nuit, tant mieux. Ou sinon, demain matin, la première heure, on va vous déclencher. Comme vous avez déjà perdu la poche, enfin, vous avez déjà rompu les os, perdu les os, pardon, vous allez accoucher. On pourra pas, enfin, voilà, vous allez forcément accoucher, quoi. On ne pourra pas attendre plus longtemps, quoi. Ce sera demain matin, la première heure. Dans le pire des cas, on va vous déclencher. Et ce serait mieux que vous accouchiez demain matin parce que demain matin, il y aura toute l'équipe au complet. Donc, ce sera mieux pour la prise en charge de votre bébé. Mais vous inquiétez pas. Si jamais vous accouchez cette nuit, il y aura quand même une équipe qui pourra prendre en charge votre bébé, etc., etc. Donc, on nous installe dans une chambre. Il est à peu près 23 heures, quelque chose comme ça. Il est à peu près 23 heures. Et là, on nous dit, oui, bah écoutez, essayez de vous reposer un peu. Et puis... si ça se met en route pendant la nuit, tant mieux. Et puis sinon, bah, demain matin, 8 heures à peu près, on va venir vous déclencher. J'ai dit ok, d'accord. Donc l'infirmière ou la sage-femme, elle part. Elle nous laisse, mon mari et moi, dans la chambre. Donc on essaie de dormir. On commençait à s'endormir en plus. Et elle revient et elle me dit oui, madame Kakoma, je suis désolée, mais là, vous allez devoir descendre tout de suite en salle d'accouchement. Je la regarde, je lui dis pourquoi. Elle me dit parce que on a reçu les résultats et vous avez une infection. Je dis ah bon? Elle me dit oui, vous avez une infection et que ça c'est dangereux pour votre bébé, donc faut que vous descendiez, enfin vous allez devoir accoucher, on va devoir vous déclencher là, à part si ça se met en route tout seul. Je dis ok, d'accord. Donc franchement, j'ai rien eu le temps de... J'arrivais même pas à comprendre en fait ce qui se passait. Ça allait tellement vite que j'avais aucune émotion. J'avais pas de place pour la peur, pas de place pour rien en fait. Je subissais en fait seulement. Donc on m'a descendu. On m'a posé un monitoring donc pour contrôler si j'avais des contractions, etc., etc. Donc j'avais des contractions, oui. À ce moment-là, quand on m'a dit ça, les contractions, elles ont commencé à repartir de plus belle en fait. Et elles commencent à devenir vraiment régulières. Et en fait,
je me suis rendu compte moi-même que quand j'avais une contraction, je n'entendais plus le cœur de mon bébé au monitoring. Pendant la contraction, j'avais plus le cœur. Et après, ça revenait petit à petit. Enfin, c'était vraiment bizarre. Donc, je me suis dit, c'est peut-être normal. Mais je voyais que ça faisait ça à chaque contraction. Et là, la sage-femme, elle rentre. Elle me dit, elle était un peu... comment on appelle ça, un peu paniquée. Elle me dit, oui, madame Kakoma, on s'est rendu compte qu'à chaque fois quand vous avez une contraction, votre bébé, il supporte pas les contractions, son cœur ralentit. Enfin, son cœur ralentit. Donc là, il faut vraiment que ça aille vite en fait. Enfin, le travail se met en place très rapidement pour que vous puissiez accoucher naturellement rapidement. Ou si ce n'est pas le cas, on va devoir vous faire une césarienne d'urgence en fait. Je n'avais jamais eu de césarienne de ma vie. Tous mes enfants, je les ai accouchés naturellement par voie basse en fait. Et donc elle me dit ça et tout. Et après, elle repart. Et puis après, on revient me chercher. On me dit... bah écoutez, on va déjà vous poser la péridurale. Donc comme d'habitude, ils n'y arrivent pas. C'est un truc de fou en fait. Comme d'habitude, ils n'arrivent pas à me poser la péridurale. Ils sont là, ils galèrent et tout. Et je sentais déjà que l'anesthésiste qui était dans mon dos, il était en panique. Je sentais qu'il était en panique parce qu'il n'arrivait pas à me piquer. Je sentais qu'il paniquait et tout. Donc du coup, voilà. Et pendant qu'il essayait de faire son truc, là, il y a un médecin qui rentre dans la salle où j'étais, vraiment en stress, en panique en fait. Il rentre comme un fou, enfin elle, parce que c'était une femme, elle rentre comme une folle et elle crie « Oui, madame Kakoma !» Enfin, elle crie comme ça. Et du coup, là, tout le monde l'a stoppé parce qu'il y avait les anesthésistes qui avaient du mal à me piquer. Tout le monde l'a stoppé, il lui a dit « Chut, 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 stop, attends 2 secondes s'il te plaît ». Et je sentais que le médecin en question était très pressé en fait. Était très pressé. Donc ils ont lâché l'affaire pour la péridurale. Encore une fois, ils m'ont fait une chirurgie, anesthésie rachis. Encore une fois. Et elle me dit, oui, madame Kakoma, là je suis désolée, mais là on va vous emmener tout de suite au bloc opératoire. Faut qu'on vous fasse une césarienne d'urgence parce que là, c'est pas bon pour votre bébé là. Il supporte pas du tout les contractions, son cœur ça va pas du tout. Donc là, faut qu'on le sorte au plus vite possible parce que déjà qu'il a déjà des problèmes de santé. Et là, faut vraiment qu'on le sorte tout de suite. Et là, je me suis dit, Seigneur, ça y est, je vais y passer. Je vais y passer à la césarienne en fait. Je me suis dit, waouh, ça y est, c'est bon, je vais là voir la césarienne en fait. Ce que je redoutais est en train de m'arriver là. Donc, on m'emmène au bloc. On m'emmène au bloc, je vois il y a beaucoup de monde qui ça s'active autour de moi et tout. On m'emmène au bloc et tout. Et donc pendant que tout le monde se prépare, pendant que tout le monde me prépare, mon mari est à l'extérieur, on me dit qu'il pourra rentrer au dernier moment en fait. Donc je vois ils veulent commencer leur truc, je leur dis non, 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 il manque mon mari. Donc il faut rentrer mon mari après. Donc je sens rien, je sens rien. Si, je sens quand même. On m'ouvre et tout, je sens que ça tire de partout. Enfin, c'était trop bizarre la sensation, c'était pas une bonne sensation, c'était horrible. Je sens que ça tire de partout et tout et tout. Et après, je sens que ils font sortir mon bébé. Et là, j'entends mon bébé pleurer. Alors qu'on m'avait dit qu'il pleurait pas en fait. Là, je l'entends pleurer et là, comment j'ai pleuré, franchement, j'ai vraiment eu les larmes en fait. Et je n'ai pas pu le voir parce que ils l'ont tout de suite emmené. Ils l'ont tout de suite emmené comme on m'avait prévenu pour le brancher en fait à des appareils pour éviter qu'il respire tout seul. Ce que je ne savais pas sur le moment, bon, parce que moi je suis restée en salle d'opération parce qu'il fallait qu'on me referme et tout. Par contre, quand on m'a refermé, c'était long, hein. C'était très très long et c'était très douloureux. Enfin, je comprenais pas ce qui se passait. À un moment, j'ai eu très mal au cœur, comme si on était en train de compresser mon cœur. C'était trop bizarre. Enfin, bref. En fait, ce que je savais pas, c'est que pendant que moi, on était en train de m'opérer, enfin de me refermer, mon bébé de l'autre côté, il est en train de lutter pour vivre. Mon bébé est en train de lutter pour vivre, en fait. Ce qui s'est passé, c'est que entre le court chemin, parce que c'était vraiment à côté de la salle d'opération où j'étais et la salle où on l'a emmené pour l'opérer, pour le brancher, pardon, aux appareils respiratoires, etc. Mon bébé a fait un arrêt cardiaque. Donc, c'est-à-dire qu'il est parti, en fait. Ça, sur le coup, je le savais pas, parce que personne n'est venu me le dire. Donc, il est parti et je remercie le Seigneur parce que l'équipe médicale, en fait, ils ont vraiment fait leur boulot. Ils ont tout fait pour le
pour le sauver, pour le ramener. Ils ont réussi, grâce à Dieu, ils ont réussi à le ramener. Ils ont pu le brancher à tous les appareils nécessaires pour qu'il puisse respirer. Donc du coup, le temps qu'on me referme, on m'a... avant de me redescendre dans une chambre, dans la salle de réveil, pardon, j'ai pu quand même l'apercevoir. On a essayé de me faire rentrer avec le gros lit sur lequel j'étais. On a essayé de me faire rentrer dans la pièce où il était pour que je puisse au moins le voir. J'ai pu au moins lui toucher la main et tout. Et ensuite, je suis partie en salle de réveil et je suis descendue dans une dans une chambre après. Et lui, il est parti en réanimation. Donc voilà. Et donc moi, je suis descendue dans une chambre. J'ai essayé de me reposer, hein, j'ai dormi et tout. Enfin, mon mari était avec moi, on a dormi, etc. Et le lendemain, donc du coup, le lendemain matin, donc j'ai accouché le 29 octobre, exactement. Le 29 octobre 2020, mon bébé Gabriel est né à 2h12 du matin. Enfin, le matin de mon accouchement, mon mari appelle toutes nos familles. Donc il appelle nos parents et tout, pour prévenir que ça y est, j'ai accouché. Et ma mère a été super surprise parce qu'elle savait que c'était tôt en fait, que c'était beaucoup trop tôt. Et donc il lui dit que j'ai une césarienne, donc premier choc. Et quand elle demande comment va le bébé, il lui explique que le bébé est en réanimation parce qu'il a il a une malformation, etc. Alors ma mère, ça l'a anéanti. Et franchement, ce qui s'est passé, c'est que à ce moment-là, en fait, j'ai demandé à lui parler. Donc j'ai demandé à parler à ma mère. Et j'ai fondu en larmes, en fait, parce que c'était dur déjà de devoir lui cacher ça pendant toute ma grossesse. Et là, j'avais envie que d'une chose, c'est que ma mère vienne. Donc je lui ai demandé, maman, viens s'il te plaît et tout. Donc ma mère, elle n'a pas cherché à comprendre, elle est venue tout de suite à l'hôpital. Et je lui ai raconté tout ça. Elle était choquée, elle m'a dit, mais on est là, mais comment t'as pu me cacher tout ça et tout. Et je lui ai essayé de lui faire comprendre que je pouvais pas lui dire parce que je voulais pas l'inquiéter. J'avais vraiment besoin de ma mère à ce moment-là. Et à partir du moment où ma mère, elle l'a su, tous les jours, j'étais au téléphone avec elle. Et elle m'a vraiment soutenue en fait. Vraiment, elle m'a vraiment soutenue. Tous les jours, quand je sortais de l'hôpital, je l'appelais et je me souviens qu'il y avait des jours où je l'appelais, je craquais, je pleurais au téléphone et elle me réconfortait en me disant de ne pas pleurer quoi. Parce que tellement je voyais pas d'évolution, tellement c'était long, tellement il y avait toujours un problème en fait à l'hôpital, il y avait toujours un souci et tout avec les médecins. Et j'avais vraiment besoin, j'avais juste besoin d'elle en fait. Et elle m'a tellement aidée en fait. Moralement et tout avec les enfants. Enfin, elle avait pitié de moi parce que j'étais fatiguée, j'avais un train de vie, c'était horrible. Le matin, j'allais déposer mes enfants les plus grands à l'école. Je restais avec Liam qui avait 2 ans. Je restais toujours toute la journée avec lui. Ensuite, fallait que je récupère les enfants à l'école à 4h et je les redéposais à la maison et après je filais à l'hôpital en fait. J'avais vraiment des journées intenses que au bout d'un moment, même ma cicatrice de césarienne a commencé à se réouvrir. Et le lendemain, je sais plus vers quelle heure, 10h, 11h je crois, j'ai pu aller en réanimation donc, pour le voir. Et quand on est arrivé dans le service de réanimation, c'est là que je rencontre donc le professeur Kermovan, celle que j'avais croisée dans le couloir à mon arrivée à l'hôpital là. C'est elle que j'ai croisée. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on arrivait la veille à l'hôpital, en fait, et qu'on l'a croisée dans le couloir, elle avait terminé son service, elle avait terminé sa journée. Mais on l'a prévenue que j'étais là, donc elle est restée exprès pour mon fils en fait. Elle est restée exprès pour lui. Donc vraiment cette femme, franchement que Dieu la bénisse parce que c'est vraiment une femme formidable quoi, vraiment. Elle est restée exprès pour lui. Et quand on arrivait en réanimation, on la croise encore. Et quand nous on arrivait, elle partait. Elle nous disait, oui, je suis restée toute la nuit du coup avec votre fils. Je suis restée toute la nuit avec votre fils, ça a été dur. Et c'est là qu'elle m'apprend en fait qu'il a fait un arrêt cardiaque. Et sur le coup, je n'avais pas réalisé en fait que arrêt cardiaque, en fait, c'est fini, t'es mort en fait, c'est la mort en fait. Sur le coup, je réalisais pas vraiment. Elle nous dit que oui, il a fait un arrêt cardiaque, il nous a fait des belles frayeurs, mais on a réussi, là on a réussi à le stabiliser. Là, il est stable. Vous allez voir que
que votre fils, il est dans une chambre tout seul, qui fait sombre, qui a pas de bruit. Enfin, que vraiment, quand vous allez le voir, il faut parler doucement et tout, parce que faut savoir que votre fils, il fait de l'hypertension artérielle pulmonaire, c'est-à-dire que au moindre bruit, au moindre stress et tout, les alvéoles pulmonaires se contractent et ça l'empêche complètement de respirer. En fait, ça peut lui être fatal. Donc voilà. Il avait vraiment toutes les complications possibles en fait liées à cette hernie. Il les a eues, vraiment. Donc du coup, là, on nous emmène enfin dans la chambre de notre fils. Et du coup, on était avec l'infirmière qui nous explique un peu, parce que du coup, on rentre dans une chambre, on voit plein d'appareils, mais vraiment plein, c'est impressionnant. Il y a beaucoup d'appareils, plein de choses branchées sur lui de partout. Enfin, et elle nous explique et tout, elle nous accueille, elle nous explique un peu. Enfin, c'était impressionnant. Je vous dis, j'étais là sur le fauteuil roulant, comme j'avais eu la césarienne, je ne pouvais pas me tenir debout encore. J'étais sur le fauteuil roulant et tout, et quand je suis rentrée, franchement, j'ai vu mon bébé comme ça, j'ai pleuré, quoi. J'ai pleuré, mais il était tellement beau, oh là là, un vrai ange, mais vraiment un ange, quoi. Il était tellement magnifique, il était là, branché de partout, en fait. Et en fait, il était plongé dans un espèce de coma artificiel, en fait, pour pas qu'il souffre, pour pas qu'il ait mal, en fait, de par les appareils qu'il avait, parce qu'il faut savoir qu'il avait un gros tuyau qui passait du nez qui descendait dans la gorge et qui allait jusqu'au poumon, en fait, pour lui permettre de respirer. Donc, c'était des choses assez douloureuses, quoi. Donc, il devait forcément être endormi. Donc, voilà. Donc voilà, là on nous explique que son état est stable, mais qu'il est complètement dépendant de la machine pour respirer, qu'il ne peut pas respirer tout seul, etc., etc. Donc il est nourri par une perfusion. Après on nous explique que là on attend que son état soit vraiment stable pour pouvoir procéder à l'opération. Et donc voilà. Donc là c'était jeudi, donc le vendredi, la journée passe encore, je suis toujours à l'hôpital, on va le voir. Et le samedi, donc on va le voir le matin. Et là, on nous dit que là, son état est vraiment bien stable. Donc, que c'est possible qu'il soit opéré dans le week-end, donc entre le samedi et le dimanche, ou au pire des cas, lundi. Mais que ça allait se faire très rapidement parce qu'il voulait profiter justement du fait que son état soit stable pour pouvoir l'opérer là. Donc on dit ok, donc on le voit un peu le matin, ensuite je redescends me reposer dans la chambre parce que j'étais quand même fatiguée à cause de la césarienne, etc. Et là du coup on m'appelle, j'étais dans ma chambre, hein, on m'appelle pour me dire que oui, faut que vous veniez tout de suite voir Gabriel parce que ça y est, on va l'opérer. Donc il faut que vous veniez pour signer des papiers et pour rencontrer les anesthésistes, enfin l'équipe qui va l'opérer, quoi. Donc, ok, mon mari et moi, on y va. Et donc, on voit Gabriel et tout, on prie, hein, bien évidemment, mon mari et moi, on prie. Ah oui, il faut savoir aussi que la nuit où j'ai accouché, je pense que j'étais apaisée aussi parce que je savais qu'il y avait mes parents spirituels qui étaient en train de prier derrière parce qu'ils étaient là ils étaient avec nous en fait pendant toutes les étapes, tout ce qui se passait, ils étaient au courant parce qu'on les appelait ou on leur envoyait des messages en fait. Donc à chaque étape, ils étaient là jusqu'à 3h, 4h du matin, ils étaient debout en fait. Et le fait qu'ils étaient en train de prier derrière, je pense que c'est ça qui a fait que j'étais pas en panique ou pendant la césarienne en fait, ou que j'étais vraiment, voilà, que j'étais tranquille plus ou moins. Je réalisais pas, j'ai pas vraiment réalisé. C'est vraiment le lendemain quand j'ai vu Gabriel que j'ai vraiment réalisé que j'avais accouché, enfin tout ce qui s'était passé en fait. Et vraiment merci pour leur prière parce que franchement, je pense que là aujourd'hui j'aurais fait une autre vidéo, je vous aurais raconté autre chose quoi. Bref. Donc du coup avant l'opération on était là, on est monté avec Gabriel, enfin on était dans la chambre de Gabriel, on a vraiment prié mon mari et moi. Et après on l'a laissé parce qu'il fallait qu'il le prépare pour l'opération. Et avant de l'opérer, ils nous ont laissé lui dire au revoir, si on peut dire ça comme ça. Et ça m'a fait bizarre parce qu'il était tout nu, enveloppé dans un drap blanc, ça faisait avec les bras ouverts comme ça. Enfin, je sais pas, c'était trop bizarre en fait. J'ai pleuré encore et tout, mais bon. Du coup, on les a laissés l'opérer.
On est redescendu dans ma chambre. C'était long. C'était super long. C'était vraiment long l'opération. C'était long, long, long. On attendait qu'ils nous appellent, mais personne nous appelait. On voyait le temps passer. Enfin, moi, je me suis endormie, je me suis réveillée, je me suis endormie, je me suis réveillée. Enfin, mon mari faisait les 100 pas. Enfin, c'était horrible. C'était long. On ne sait pas ce qui se passe et tout pendant ce temps. Enfin, et après, mon mari, il est parti voir, demander où c'en était. On lui a dit que oui, non, non, c'est bon, là, ça y est, c'est bon, c'est fini. On est en train de le réinstaller dans sa chambre et vous allez pouvoir venir le voir après et tout. Donc, du coup, on a remercié le Seigneur parce que tout s'est bien passé, hein, l'opération s'est bien passée et tout et tout. Donc, on a pu le voir. Donc, ils nous ont expliqué que ça y est, ils ont pu tout remettre en place et tout, etc. Et que, bon, voilà, maintenant, une longue étape commençait, quoi. À la suite de ça, donc, du coup, s'en est suivi, en fait, finalement, presque 3 mois d'hospitalisation. Presque 3 mois d'hospitalisation. En fait, Gabriel est resté quasiment 3 mois à l'hôpital. Durant ces 3 mois, il y a eu beaucoup d'épreuves. Il y a eu beaucoup de choses. Un coup, il a eu de l'air et de l'eau dans ses poumons. Il a fallu le drainer, etc. Ensuite, il a eu un épisode où il vomissait du sang. On ne savait pas d'où ce sang sortait. Il vomissait du sang, etc. On m'a sorti qu'il était allergique aux protéines de lait de vache. Enfin, il y a eu tellement de choses, c'était tellement long, c'était éprouvant en fait. À partir du moment où je suis sortie de l'hôpital, c'était vraiment quasiment 3 mois vraiment durs. Vraiment durs. Il y avait des jours où j'avais plus envie d'aller à l'hôpital parce que je ne voyais pas d'évolution en fait. Au niveau de son état de santé, je ne voyais pas d'évolution. Et c'était dur parce que j'avais mes autres enfants à la maison qui me réclamaient. Mais j'allais à l'hôpital tous les jours. Vraiment, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je rentrais à la maison, il était peut-être 1h, 2h du matin. Et après la nuit, je me réveillais en pleine nuit vers 4h à peu près pour appeler l'hôpital pour savoir comment Gabriel allait. À 7h du matin, j'appelais aussi. Enfin bref, c'était vraiment une dure période. Vraiment une dure période. Je me disais, c'est pas possible. Je me suis... je comprenais pas en fait. Je comprenais pas pourquoi c'était aussi long. Des fois, je perdais espoir en fait. Je perdais espoir et tout. Jusqu'au lundi 18 janvier 2021 où j'ai pu enfin rentrer avec mon fils. Et encore ce jour-là, ils n'ont pas voulu le laisser partir, mais je me suis battue. Je leur ai dit, c'est hors de question, je rentre avec mon fils à la maison. En fait, j'ai prévenu mes enfants que aujourd'hui je rentrais avec leur petit frère et je vais rentrer avec leur frère à la maison. C'est hors de question, mon enfant ne reste plus ici parce que je le sentais plus en sécurité à l'hôpital. En fait, c'était dingue, mais je le sentais plus en sécurité à l'hôpital. Même lui, quand il me voyait, enfin, je suis sa mère en fait. Quand je partais, c'était horrible. J'étais obligée d'attendre qu'il s'endorme pour pouvoir partir parce que sinon il pleurait. Et puis à l'hôpital, elles n'ont pas le temps quoi. Elles laissent les enfants dans leur chambre pleurer pendant des heures et des heures. Elles le laissaient seul pleurer. Et moi, ça me fendait le cœur parce que j'entendais les autres bébés qui étaient seuls, sans leurs parents, comment ils pleuraient. Et je me disais que je savais qu'on faisait la même chose à mon fils en fait. Mais bon, Dieu a fait grâce. Le lundi 18 janvier 2021, j'ai pu rentrer avec Gabriel enfin à la maison. Ça a été dur. On est rentré à la maison et je rends grâce à Dieu, franchement. Parce qu'il l'a sauvé, il l'a vraiment protégé, en fait. Il nous a fait échapper à la mort. Clairement, c'est ça, en fait. Il nous a fait échapper à la mort. Donc, voilà, Gabriel est il est à la maison. Et là, à l'heure où vous visualisez la vidéo, Gabriel a 1 an aujourd'hui. Enfin, ce vendredi 29 octobre 2021, Gabriel a 1 an. Voilà, donc c'est un long témoignage. Je sais, c'est une longue vidéo, mais fallait que je le raconte. J'ai mis beaucoup de temps à la faire parce que c'était douloureux, encore pour moi. Ça l'est encore aujourd'hui quand je repense à tout ce que j'ai vécu. Et encore, là, je vous ai pas raconté tout ce qui s'est passé durant son séjour à l'hôpital parce que sinon, ce serait super long. Mais voilà, fallait que je le fasse en fait. Fallait que j'en parle parce que c'est mon témoignage et je pense que le fait d'en parler aussi, ça va me permettre aussi d'aller de l'avant et surtout encourager une personne en fait de ne pas lâcher l'affaire, en fait, de ne pas perdre espoir. De ne pas perdre espoir.
Dieu agit, pas forcément de la manière qu'on souhaiterait qu'il agisse, mais il agit. Il agit, en fait. Il agit. Parce que au jour d'aujourd'hui, mon fils est vivant, alors que pour les médecins, en fait, il avait aucune chance de survie. En fait, quasiment aucune chance de survie. Et les médecins venaient le voir dans sa chambre et ils me disaient, franchement, votre fils, c'est un champion. C'est un champion. Votre fils revient de loin. Parce que pour eux, c'était quasi impossible que Gabriel survive. Et au jour d'aujourd'hui, il va très bien. Il marche à quatre pattes, enfin, il sourit, il fait tout ce qu'un bébé fait, en fait. Et la cicatrice, on la voit quasiment même plus. Enfin, il respire normalement. Enfin, tout va bien. Et franchement, je bénis le Seigneur pour ça parce que j'ai failli perdre la foi, c'est clair. J'ai failli perdre la foi. Dieu merci, je suis restée dans le droit chemin. Je me suis pas perdue, mais voilà quoi. Et vraiment un grand merci à toute l'église Providence parce qu'une fois que j'ai accouché, c'est vrai que l'église Providence, une partie de l'église Providence a été mise au courant. Et merci à tous pour vos prières. Merci à mes parents spirituels pour leurs prières, pour leur soutien. Et voilà, c'était donc mon témoignage. Donc mon fils Gabriel va très bien aujourd'hui. Et j'avais à cœur de partager ça avec vous, surtout de vous expliquer le pourquoi, du comment j'étais absente durant tout ce temps parce que voilà, je vivais des choses assez difficiles. Et voilà, et c'est surtout pour vous encourager de ne pas perdre espoir, de ne pas perdre la foi. Et je vous fais à tous des gros bisous et que Dieu vous bénisse. À bientôt.